Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à la grande édition du journal sur Equinox Télévision. Commémoration de la crucifixion et mort de Jésus-Christ, des fidèles catholiques de Loum dans le Mungo implorent le Tout-Puissant pour un retour à la paix dans les régions en crise. Problématique des coupures intempestives de l'énergie électrique au Cameroun, le ministre de l'Eau et de l'Énergie met Eneyo et Sonatrel devant leurs responsabilités. Gaston et Lundu et Somba somment les deux entreprises à mettre sur pied un système de transport et distribution efficace pour pallier à ce déficit énergétique. Une fois de plus, bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Merci de nous recevoir chez vous. Ce vendredi ou ce jour est vendredi saint et les fidèles catholiques commémorent la crucifixion et la mort de Jésus-Christ avant sa résurrection. À Loum, dans le département du Mungo, les chrétiens catholiques ont élevé des prières pour le retour de la paix dans les régions du nord-ouest et sud-ouest. Je vous invite à écouter quelques fidèles catholiques au micro de Jacques Nomolon. Les chrétiens catholiques marque le sacrifice que le Christ a fait pour nous. Donc ça signifie que quand on fait ce chemin de croix, on marche sur les pas de Jésus, sur ses pas de souffrance. Et sachant que nous sommes faibles et que nous sommes incapables de marcher comme lui, nous lui demandons de nous aider, de pouvoir pleurer pour nos mal, pour tout ce que nous faisons de mal. Regardons par exemple ce moment où la pandémie nous surprend. Nous avons des limites. Alors, au courant de ce chemin de croix, de ce chemin de prière, nous demandons au Seigneur de guérir l'humanité de cette pandémie et de répandre la paix au Cameroun. Ce vendredi saint symbolise pour nous la passion du Christ. La passion du Christ vient nous aider à nous relever. Nous qui étions déjà dans les tombeaux, ça vient nous sortir de nos tombes et ça nous remet à la vie. Lutte contre le trafic des produits pétroliers, plus de 14 000 litres de carburant saisis. Il serait issu d'un intense trafic transfrontalier qui fait perdre à l'économie plusieurs milliards de francs CFA et représentant surtout un danger dans la manipulation inappropriée. Donald Briskamgan. Des bidons et bonbons étalés ça et là. Nous sommes dans l'enceinte de la Société camerounaise des dépôts pétroliers à Douala. Ces hommes déchargent du gasoil, du super et du pétrole lampant. Des produits issus des activités de vente illicites à travers la capitale économique et ses environs. Les contrebandiers ou bien les fraudeurs prennent du super, achètent le pétrole pour mélanger et faire des chiffres. C'est pour ça que vous allez voir le pétrole qui est déjà décoloré pour mélanger au super. Un mélange à l'origine de la dégradation des moteurs des véhicules, mais le plus grave, ce sont les maladies de la peau, à l'exemple des cancers de peau, et surtout les risques de mort liés aux incendies lors de la manipulation inappropriée. Je crois que je ne dois pas vous rappeler la catastrophe du 27 janvier à la falaise de Sanchou. Vous savez, les produits pétroliers sont des produits très dangereux. Et c'est pour ça que l'activité dans ce secteur est encadrée, que ce soit le transport, le stockage, la distribution, il faut une autorisation, un agrément. Alors, lorsque les gens prennent les produits pétroliers, ils mettent dans les bidons, ils mettent dans les camions, ils circulent, ce n'est pas autorisé, c'est dans les camions citernes pour le transport. Les stockages, c'est dans le dépôt pétrolier comme nous y sommes. Les pertes économiques sont incommensurables pour les finances publiques, les contrebandiers ne payant pas d'impôts ou les payant largement au rabais. Pour le ministère de l'Eau et de l'Énergie qui a mis en place une brigade spécialisée sur le phénomène, ce commerce illégal doit cesser. La suite consiste tout simplement à procéder à l'analyse de ces produits et s'il s'avère qu'ils sont de bonne qualité, ces produits sont généralement vendus aux enchères et les fruits des ventes sont versés au trésor public. Et si les produits, il s'avère que ces produits sont de mauvaise qualité, c'est clair, il peut arriver qu'on détruit ou on peut vendre aux entreprises industrielles qui utilisent des chaudières qui utilisent comme produit matière première ce genre de trucs dans les chaudières. Dans le détail, ce sont 14 300 litres de produits frélatés et de contrebande qui ont été saisis, soit 4 940 litres de gasoil, 9 170 litres de super et 190 litres de pétrole lampant.
La construction d'une route divise les populations et autorités administratives dans le département du Oignon. C'est dans la région de l'Est Cameroun. Longue de 102 km, cette route devrait désenclaver le village Ampel. Mais le délégué départemental de la forêt et des faunes a fait arrêter les travaux sous prétexte que sa traversée au cœur d'une unité forestière d'aménagement est en violation de la loi. Le chef de l'État a été saisi pour arbitrage. Benjamin Issam. Marche pacifique mais décisive des populations du village Ampel en direction de la sous-préfecture. Elles sont en colère et tiennent dans leurs mains une requête destinée au président Paul Biya et des messages. Ces populations s'opposent à l'arrêt des travaux de construction de la route régionale Ampel-Échou, longue de 105 km, par la délégation départementale des forêts et de la faune du Oignon. Nous sommes bloqués actuellement à cause des UFA dont on vous a parlé là. Mais si néanmoins la route là pouvait avoir lieu, on aurait un espace vital pour faire nos produits agricoles. Nous n'avons plus un moyen, un avantage pour nos champs, pour notre agriculture. Parce qu'il est vrai que nous avons besoin de la route, bien sûr. La route est cet avantage qui pourrait faire en sorte que nous menions une agriculture très évoluée en pelle. Cette route, espace vital des populations, traverse curieusement une unité forestière d'aménagement UFA classée appartenant à une société forestière basée à Mindourou. C'est vrai que c'est une route de l'espoir, une route historique qui date de la période coloniale, qui a été classée comme départementale 90 en 1985 par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, puis reclassée comme régionale 0217 par le Premier ministre chef du gouvernement. Maintenant que la réhabilitation de la route a été lancée, cela a suscité beaucoup d'espoir auprès des populations. La difficulté, c'est que cette route traverse l'emprise d'une UFA. Le chantier est immédiatement arrêté par le délégué départemental des forêts et de la faune qui estime que sa hiérarchie n'est pas au courant de l'existence de cette route. La loi 94 est claire. Lorsqu'on veut ouvrir une route dans une forêt, quel que soit son statut, je crois qu'il faut au préalable l'autorisation du ministre des Forêts. Malheureusement, le ministre des Forêts n'avait même pas été au courant d'une telle histoire. Et il n'avait pas été au courant pourquoi? Parce que l'UFA était déjà classé. Lorsqu'on classe une UFA, mais les gens ont quand même 90 jours, il y a un avis au public. Et les différentes réunions de concertation sont présidées par qui? Par le préfet. Une fois sur le terrain, le représentant du ministre Jules Doré-Ndongo va constater les infractions. Je descends sur le terrain parce qu'il y a une infraction qui se passe dans une UFA. Autant les gens sont là pour défendre les intérêts de la création de route, autant nous autres, moi délégué départemental, je suis là pour défendre les intérêts ou alors la sauvegarde de l'intégrité de cette UFA, conformément à la réglementation en vigueur. Résultat des courses, il se dégage de cette affaire une forte odeur de manque de coordination entre les différentes administrations. Je suggérerais que la poire soit peut-être coupée en deux, c'est-à-dire que les travaux de la route continuent, mais que les experts puissent faire des calculs pour voir la superficie impactée par l'emprise de la route et refaire les calculs de la RFA de manière à ne pas léser l'entreprise Palisco, tout en permettant aux populations d'avoir accès à cette route qui, en dehors de son aspect économique, est aussi une route qui relie les peuples.
Cafouillage autour de plusieurs hectares de terre dans le Vouri. Un individu a fait irruption dans le village Ngoma, c'est dans le 3e arrondissement de la ville de Douala, voulant exproprier les populations. Pourtant, d'après son titre foncier, le terrain querellé se situe plutôt dans le 5e arrondissement. Gladys Sidier et Claude Quoi. Le village Longbesso et Ngoma. Les deux villages sont séparés par la rivière Papas. Et comme vous le voyez bien, de l'autre côté nous avons le village Longbesso, ici Ngoma, et les camions de Malgénie sont réquisitionnés pour porter la terre et rembler tout le cours d'eau pour annuler la rivière Papas qui sépare les deux villages. Alors nous nous opposons fermement à cette initiative. Pour les populations du village Ngoma, c'est là le nœud du problème concernant le litige foncier qui les oppose à une dame qui dit être propriétaire du terrain querellé. La dame qui a un titre foncier domicilié à Longbesso, comme l'indique, n'est-ce pas, le certificat de propriété. Alors, ils sont en train de travailler sous prétexte que le préfet du département du Vouri les a donné un message porté qui les autorise de lotir. Mais nous avons ce message porté qui dit effectivement, il demande au groupement de prêter main forte à la dame pour lotir ce terrain au lieu de Longbesso et non Ngoma. Alors que les travaux de terrassement ont débuté, les populations se sont mobilisées pour contester cette action qu'elles jugent illégale, brandissant des documents en leur possession. Son titre foncier, comme nous avons l'identité de ce terrain, vous le voyez bien, son titre foncier est au lieu de Longbesso. Vous voyez, ça c'est l'attestation de reconnaissance des droits coutumiers signée par le chef traditionnel du village Ngoma, là où nous sommes. Ça c'est un constat d'agriculture que nous avons fait ici dans le village Ngoma par un délégué d'arrondissement, donc par une autorité compétente. Il a évalué les mises en valeur. Ça leur prouve que le terrain a été mis en valeur il y a de cela plus de 50 ans. Et ce sont eux qui ont amené ce document. Si ces populations disent être déterminées à poursuivre leur mouvement de contestation, la partie adverse, de son côté, tout aussi déterminée, soutient qu'elle détient tous les documents légaux. C'est donc une affaire qui est loin d'être terminée. Et ce sont eux. Le CES et l'école publique d'Ebondi, sans enseignants depuis de longs mois, en congé forcé, de hautes herbes ont envahi ces deux établissements scolaires dans le département de l'Océan. Las d'attendre à la maison un éventuel retour de leurs enseignants, ces enfants sont désormais obligés de parcourir à pied plus d'une dizaine de kilomètres pour rallier les établissements des localités voisines. Joseph Abena. Le village Ebondi, dans le département de l'Océan, croupit dans la misère. Pas d'eau potable, pas d'électricité, pas de réseau téléphonique. La petite école primaire et le CES, qui représentaient l'action des pouvoirs publics, ont été fermés, faute d'enseignants. C'est abandonné par manque d'enseignants juste. Il y a des enfants, à la rentrée de cette année, prenons le cas de cette année, si nous avons eu des enfants jusqu'au mois de décembre, qui traînaient dans le village parce que nous n'avons pas des enseignants, tout simplement. En 2004, quand nous avons eu l'arrêté, l'ouverture en septembre 2004, nous avons connu un enseignant qui était là, il a fait 5 ans. Après son départ, nous n'avons plus jamais connu un enseignant. Nous avons suivi qu'il a eu des affectations. Après, il y a une dame qui secondait là, elle est venue là, elle a travaillé, elle a été affectée. Depuis ce jour, nous n'avons plus jamais eu un enseignant. Pour la conquête du savoir, les enfants les plus vigoureux effectuent 12 km pour aller à l'Urbatindi ou dans l'oignon avec les voisins quand on n'a pas un proche parent en ville. Au pire des cas, on grandit tout simplement au village sans la moindre notion de l'école. Le chef de ce village, 115 ans sonné, implore la grâce des pouvoirs publics pour ne pas quitter cette terre en laissant ces populations sombrer dans cette misère. Il n'y a pas la route. Il n'y a pas la route. Il n'y a pas la lumière. Je me présente, c'est les gens qui commentent l'école. On ne me dit rien. Je veux que, avant que je meure, je dois laisser les souvenirs que mes petits-fils et mes arrière-petits-fils va connaître qu'on avait un grand père ici. Je veux donc, avant que je meure. Créé en 2004,
Cette petite école primaire, jusqu'en 2019, n'avait pour seul enseignant que son directeur, alors que le CES, créé en 2015, n'avait que 2 enseignants, un directeur et un surveillant. Dans le chapitre santé de ce journal, les enfants autistes de plus en plus nombreux au Cameroun. Ils sont près de 3000 qui naissent chaque année selon le ministère de la Santé publique. Ce handicap reste très mal connu au sein des familles du fait d'une certaine stigmatisation. Depuis quelques années, des campagnes de sensibilisation sont menées à travers le pays pour mieux édifier les parents à accepter la situation de leurs enfants et mieux se préparer à les suivre. C'était encore le cas en cette journée du 2 avril consacrée à la sensibilisation à l'autisme que mènent chaque année les associations. Je vous invite à suivre tour à tour Patricia Nkepouing, elle est parent d'enfants autistes, et Ndianfang Chatri, psychologue éducateur. Bon, les difficultés au quotidien, c'est d'abord que lui, il est autiste qui ne parle pas. Donc déjà sur le plan interne avec lui, j'ai un peu de difficultés à communiquer avec lui. Bon, à l'extérieur, quand on sort, les gens nous regardent souvent un peu bizarrement et tout. Bon, c'est un peu ça. Et puis là, les gens ont tendance à le stigmatiser, donc à le mettre un peu à l'écart de la société. L'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental à la base, et qui se caractérise ou bien qui se manifeste par un certain nombre de déficits chez l'enfant. Des déficits langagiers, des déficits comportementaux et aussi des déficits liés aux interactions et à des réciprocités émotionnelles avec les autres. La meilleure formule, c'est de suivre un certain parcours clinique. Et suivre ce parcours clinique, ce n'est pas toujours évident parce que il faudrait commencer par des neuropédiatres d'abord. Le neuropédiatre, lui, il va référer le parent chez un psychologue qui est spécialisé dans le domaine, dans l'autisme. Le psychologue, lui, va faire une évaluation diagnostique et au terme de l'évaluation diagnostique, il va proposer une piste de prise en charge, soit orientée dans un centre spécialisé, soit orientée dans une école ordinaire. Ça va dépendre des résultats de l'évaluation. Voilà en fait comment est-ce que le parent doit normalement cheminer. Coupure intempestive d'énergie électrique dans certaines villes du Cameroun. Le gouvernement prescrit des actions urgentes pour pallier à ce déficit énergétique. Face à la presse à Yaoundé, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Ilundu Essomba, somme Eneo et Sonatrel à renforcer leur système de transport et de distribution. D'autres précisions dans ce reportage de Joël Essengé et Aïk Cyril. Ce sont des mesures d'urgence prescrites par le gouvernement à chacun des opérateurs du secteur de l'électricité pour mettre fin aux coupures intempestives de l'énergie électrique enregistrées ces derniers jours dans certaines villes du Cameroun. Eneo notamment est appelé à améliorer son système de distribution de l'énergie électrique. Il a été demandé de renforcer ses équipes d'intervention lors d'incidents et de réduire les délais d'intervention, bref, d'augmenter sa réactivité. D'accélérer le processus de remplacement des poteaux bois par les poteaux en béton. De nettoyer systématiquement au bulldozer les emprises des lignes envahies par la végétation. De renforcer l'offre de production de 20 MW supplémentaires dans le réseau interconnecté Nord avant le 12 avril et éviter tout rationnement pendant la période du mois de Ramadan entre 18h et 22h. Si Eneo doit également prendre en charge l'exploitation et la maintenance des centrales thermiques construites par les mairies pour réduire leurs charges liées à l'achat du combustible, la Sonatrel, pour sa part, est appelée à renforcer le système de transport de l'électricité. La Sonatrel a été instruite de finaliser sans délai l'abattage de tous les arbres hors corridor qui pourraient dans leur chute endommager des lignes de transport d'électricité. Pour cela, elle devra être assistée par les autorités administratives pour négocier avec les populations riveraines, étant entendu que ces travaux se déroulent dans une zone qui n'est pas dans la DUP.
Il est également demandé à la Sonatrel d'accélérer les travaux de nettoyage au bulldozer des corridors des lignes de transport. Il s'agit des lignes de transport d'énergie haute tension. D'accroître les capacités de transformation des postes de nos deux principaux postes d'interconnexion, à savoir Bekoko et Olomaban. Tout en annonçant qu'il conduira personnellement une mission d'inspection des travaux d'entretien des lignes sur le réseau interconnecté, le ministre de l'Eau et de l'Énergie affirme que ces actions circonscrites au périmètre transport et distribution sont d'application immédiate. Pour un futur proche, le gouvernement mène diverses actions également, selon le ministre de l'Eau et de l'Énergie. Des actions de court et moyen terme sont également en cours d'implémentation. Il s'agit notamment du démarrage cette année toujours des travaux de construction de 230 km de lignes de distribution en souterrain pour améliorer la qualité de service dans les villes de Yaoundé et Douala. Le projet de construction d'une ligne 400 000 volts entre Nachigal et Bafoussam, dont le but est de sécuriser l'alimentation des régions de l'Ouest, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le bailleur de fonds de ce projet a saisi le gouvernement au mois de mars pour marquer son accord pour le financement du dit projet. Le démarrage de ce projet est prévu pour 2022. La situation actuelle, caractérisée par de multiples interruptions de l'énergie électrique, commande des actions urgentes. Si le gouvernement semble enfin prendre le taureau par les cornes, il reste que les autres acteurs doivent effectivement jouer leur rôle. Eneo, pour l'instant, est seul à encaisser des coups. Parlons politique à présent. À mener le régime RDPC sur un nouveau débat politique, c'est le défi que se lance le Front uni de l'opposition avec pour principal enjeu la réforme du système électoral. Joël Essengay à Cyril. En ouvrant le front sur le code électoral avec une coalition, l'opposition camerounaise se donne de nouveaux arguments sur l'échiquier politique national. Partagé entre l'envie de réprimer cette initiative et l'option finale de la laisser prospérer, le gouvernement, à défaut de faire route avec l'opposition, consent à la laisser s'exprimer sur la matière électorale au Cameroun. Avec cette brèche, l'opposition indique dans le communiqué final qu'elle a rendu public à l'issue de sa rencontre à Yaoundé qu'elle a décidé de travailler ensemble dans un cadre républicain inclusif avec toutes les parties prenantes au jeu démocratique afin de mettre en place un système électoral nouveau ou amendé pour la stabilité et la prospérité du Cameroun. De fait, depuis 1992, date du retour des élections multipartistes au Cameroun, l'opposition a toujours milité pour une élection présidentielle à 2 tours, l'instauration d'un bulletin unique et la mise sur pied d'une commission électorale indépendante. Il va désormais rester à jauger la marge de manœuvre dont elle va disposer pour se faire entendre sur cette question. Déjà répondant à l'appel de l'opposition aux autres forces politiques à lui soumettre leurs contributions, le secrétariat national à la communication du RDPC a répondu par un communiqué dans lequel il circonscrit le débat sur le code électoral au seul pouvoir du Parlement. Ce qui en dit long sur la nature des échanges auxquels on aura droit sur cette question entre le gouvernement et l'opposition dans les prochains jours. Vous venez plutôt de suivre un reportage de Guy Zogo. Les populations de Maroua, à l'extrême nord Cameroun, peuvent désormais pousser un ouf de soulagement. Des travaux d'assainissement des drains sont en cours dans cette ville régulièrement en proie aux inondations. L'objectif est de soulager ces populations qui vivent habituellement un calvaire pendant la saison des pluies. Amadou Daïrou et Xavier Fouka. Les habitants de la région de l'extrême nord en général, et ceux du département du Diamaré en particulier, gardent encore en mémoire, comme si c'était hier, les affres des inondations dont ils sont habituellement victimes en saison des pluies. Des inondations qui entraînent toujours d'énormes dégâts aussi bien humains que matériels. Avant, les eaux trouvaient la rigole bouchée et s'éparpillaient dans le quartier. Il y avait donc des inondations dans le quartier, les gens étaient sinistrés, les gens quitter chez eux pour aller dormir sur la route parce qu'il y avait de l'eau dans la maison. C'est fort de ce constat et dans le souci d'éviter que les populations revivent ce cauchemar dès le retour des pluies que la mairie de la ville de Maroua a engagé des travaux d'élargissement des drains dans plusieurs quartiers.
Aux côtés du maire de la ville, Sani Babani, le préfet du département du Diamari, Jean-Marc Ekoambarga, a tenu à superviser le démarrage des 10 travaux. Vous savez que la ville de Maroua est souvent sujette à des inondations pendant la période des pluies. Il était donc temps que la mairie de la ville prenne des dispositions pour assainir ces drains que vous voyez tous devant vous, afin qu'à la prochaine saison des pluies, les populations puissent dormir avec sérénité dans leurs habitations, parce que nous connaissons les problèmes que la ville de Maroua éprouve souvent pendant la période des pluies. Tout en appréciant les travaux qui s'effectuent progressivement, le préfet demande à la mairie de ne pas faire l'ouvrage et appelle la population à faire preuve de responsabilité. Je voudrais tout simplement encourager M. le maire pour que d'autres dispositions plus importantes soient prises pour qu'on construise le drain en bonne et due forme. Parce que la terre peut continuer à s'effondrer et venir encore remplir d'alluvions tout le travail qui a déjà été abattu. Donc je voudrais tout simplement appeler également les populations à beaucoup plus de civisme, que le drain n'est pas un dépotoir d'ordures ménagères. À quelques semaines du retour des pluies dans la région de l'extrême nord, les populations apprécient déjà la qualité des travaux en cours et espèrent que les fruits tiendront la promesse des fleurs. À l'étranger, le nouveau président du Niger, Mohamed Bazoum, investi en pleine crise sécuritaire. Il a prêté serment ce vendredi devant ses pairs, 2 jours après une tentative de coup d'État. Le passage de relais entre Mahamadou Issoufou et Mohamed Bazoum est le premier entre 2 présidents démocratiquement élus dans un pays à l'histoire marquée par les coups d'État à répétition. Âgé de 61 ans, Mohamed Bazoum a été élu à l'issue du second tour de la présidentielle du 21 février avec plus de 55% de voix face à un ancien président, Mahaman Ousmane, qui conteste les résultats de cette élection. Et dans son discours d'investiture, Mohamed Bazoum s'engage à lutter contre la corruption sur toutes ses formes. Je vous propose de l'écouter. J'exigerai de tous les responsables aux différents échelons de l'administration que les cadres soient promis sur la base de leurs compétences techniques et de leur moralité. Le deuxième grand problème de notre gouvernance réside dans la prévalence de pratiques de concussion et de corruption au sein de l'administration. La corruption prend diverses formes: pots de vin vulgaire, surfacturation, dépenses inopportunes, commandes fictives, commandes partiellement livrées, etc. De telles pratiques ont cours malgré tous les dispositifs administratifs et juridiques mis en place pour les prévenir et les punir. C'est pourquoi la meilleure façon de lutter contre la corruption est de sévir contre ceux qui s'en rendent coupables. Mon credo sera de miser principalement sur la pédagogie de l'exemple en ne tolérant d'aucune façon le principe de l'impunité. Ainsi, je serai implacable contre les délinquants parce que j'ai conscience du tort que porte la corruption au développement du pays. Elle constitue par ailleurs une grave source de discrédit pour un régime et comme tel, elle est un grand facteur d'insécurité. La viabilité et la pérennité du régime démocratique sont tributaires de notre capacité à instaurer une gouvernance éthique conforme au pacte de confiance qui nous lie au peuple. Je me suis battu depuis mon jeune âge pour la promotion de la démocratie parce que j'en ai toujours espéré 2 choses: la liberté et la justice. Au président du Niger. Parlons sport à présent. Coupe d'Afrique des Nations handball dames. La fiche d'ouverture est connue. Le Cameroun affronte le Kenya le 10 juin prochain. Logés dans le groupe B au terme du tirage au sort effectué à Yaoundé, les pouliches de Serge Christian Gebogo ambitionnent remporter la 24e édition de cette compétition. Joël Essengay à Cyril. Le Cameroun souhaite rencontrer le Kenya. Le Kenya. Cameroun-Kenya, c'est l'affiche d'ouverture de la CAN de handball dames du 10 au 21 juin prochain au Cameroun. Le tirage au sort est effectué
Et comme l'exige le règlement de la compétition, le pays hôte choisit lui-même son groupe et son adversaire pour le match d'ouverture. C'est une compétition qui est longue et il faut ménager nos efforts. Nous avons souvent des difficultés à rentrer dans des compétitions. C'est pour cela que nous avons pu choisir un adversaire que nous pouvons jouer, que nous pouvons facilement jouer, qui peut nous permettre d'avoir des repères pour la suite. Les calculs sont faits. D'entrée de jeu, il fallait éviter l'Angola. 13 fois champion d'Afrique, le super favori de la compétition fait un règne pratiquement sans partage sur le handball continental. Effectivement, il fallait éviter Angola d'entrée de jeu parce qu'on tombe dans la poule de l'Angola, on n'est pas sûr de passer les demi-finales. Donc on a choisi la poule qui pour nous pouvait nous permettre d'arriver en tête. 12 pays sont sur la ligne de départ. Ils sont répartis en 3 groupes de 4 chacun. L'objectif pour le Cameroun est clair, se hisser sur la plus haute marche du podium et se qualifier pour la Coupe du Monde en Espagne. Nous avons toutes les chances comme tout le monde. Notre objectif c'est d'abord participer et se qualifier pour le championnat du monde. Et l'autre objectif, c'est la plus haute marche du podium. Le groupe A est composé du Sénégal, de la Tunisie, de la Guinée et de Madagascar. Dans le groupe B, on retrouve la RD Congo, le Cameroun, le Nigeria et le Kenya. Le groupe C, enfin, est composé de l'Angola, du Congo, de l'Algérie et du Cap-Vert. Les 4 demi-finalistes de la 24e édition de la CAN de handball dames représenteront l'Afrique à la Coupe du Monde Espagne 2021. À l'issue du tirage au sort, la mascotte a également été dévoilée. Elle s'appelle Nyango, nom de jeune fille bien connue au Cameroun. Et pour être totalement complet sur cette actualité, il faut rappeler que le président de la Confédération africaine de handball a visité les infrastructures devant abriter ce tournoi. Élise Bogbaï à Cyril. En visite au Cameroun, les inspecteurs de la Confédération africaine de handball veulent s'assurer que le cahier des charges lié à l'organisation de la CAN de handball dames est bien rempli. La mission passe au peigne fin les infrastructures présentées par le Cameroun. Après la visite, le comité d'organisation annonce des mesures strictes en vue du respect des gestes barrières au coronavirus. Par exemple, tous les acteurs prenant part à la compétition seront installés dans une bulle. C'est un concept qui a été développé par la Fédération internationale de handball qui a pour principal objectif de mettre les acteurs du handball ensemble et leur permettre de minimiser les contacts avec l'extérieur. L'objectif, précise l'organisation, est de limiter les contacts entre les acteurs et l'extérieur. Au niveau des hôtels, des transports interurbains ou intra-urbains, au niveau du palais des sports où va se tenir la compétition et enfin au niveau des hôpitaux, il s'agira de veiller à ce que ceux qui sont dans la rue, qui sont normalement identifiés, n'aient pas de contact avec l'extérieur. Par exemple, si vous deviez être à l'hôtel, ceux qui doivent s'occuper de vous doivent être également dans la bulle parce que nous ne devons pas aller à l'extérieur et ensuite venir être au service. Les mesures barrières édictées, la visite des infrastructures terminée, le tirage au sort effectué, il ne reste plus que le kick-off. La CAN de handball dames se dispute du 10 au 21 juin 2021 au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Ce reportage d'Élise Bogba et Aïk Cyril met un terme à cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans quelques secondes Duval Frangois et ses invités pour la deuxième partie d'Equinox Soir Duval. Le ministre de l'énergie et de l'eau, Gaston Elundou Essomba, était face à la presse pour expliquer les raisons pour lesquelles les populations font face depuis plusieurs jours à des coupures intempestives d'électricité. Il faut dire, Duval, que c'est une injonction du ministre de l'eau et de l'énergie
Pour Gaston Elundu Essomba, c'est l'incapacité de Sonatrel à transporter le courant ou l'énergie électrique produite et Eneo à distribuer qui serait la cause profonde des coupures intempestives de l'énergie dans certaines villes du Cameroun. Vous l'avez suivi, le ministre somme les deux entreprises de mettre immédiatement sur pied un système de transport et de distribution efficace pour pallier à ce déficit énergétique du Val. Voilà l'essentiel du débrief pour cette deuxième partie d'Equinox ce soir. Merci pour cette autre édition du journal. Julien Berthe-Bissay. Bonne soirée, madame. Très bonne soirée à vous, Duval. Madame, messieurs, dans quelques secondes, la deuxième partie d'Equinox ce soir, le débrief avec nos invités sur le plateau. Retour sur le plateau d'Equinox ce soir avec nos invités Cyril Sambaka de l'AFP, Maître Simon Sèche-Kakak de l'UPC et Martin Zan du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir. Cyril Sambaka, avant de revenir sur les questions, sur les sujets que nous avons évoqués dans le journal de 20h, je voudrais qu'on balaie définitivement le premier sujet que nous avons évoqué dans la première partie de cette émission en rapport avec cette rencontre tenue hier, tenue le 31 mars dernier à Yaoundé par 7 leaders politiques de l'opposition, notamment Maurice Kamto, Cabral Libi, Thomas Indo Ndamjoya, Pierre Kwemo, Hilaire Zipan, Prince Ekosso. Entre autres, ils se sont donc retrouvés à Yaoundé pour marquer leur volonté de travailler ensemble pour un code électoral consensuel. Alors, vous indiquez tout à l'heure dans la première partie de l'émission que c'est déjà une bonne chose d'avoir initié cela. Il faut aller plus loin en travaillant sur les erreurs du passé. Tout à fait. Et je pense que c'est ce que le peuple attend. Vous savez, le peuple, il est là, il observe, il critique et il espère. Il espère parce que, voyez-vous, on venait de voir des sujets qu'on a évoqués au journal, l'électricité, l'eau et tout cela. C'est du basique. 60 ans après les indépendances, nous en sommes là. Et ça pose un problème. Le problème de décentralisation, la guerre au Nozo, tout ça, je crois que c'est un début parce que en réalité, ces leaders qui ont pris sur eux d'initier cette affaire doivent absolument réussir. Et les égos ne sont pas permis. Il faut donc que tous, là où on les attend, là où on attend l'opposition camerounaise, que l'opposition camerounaise sache contourner cette montagne qui est la générosité. C'est-à-dire le fait de ne pas être égoïste et de penser qu'à soi. Il faut maintenant que les lieutenants de chaque parti politique, les militants de chaque parti politique, sachent que si on ne va pas dans cette voie et qu'on ne s'entende pas, qu'on mette de côté toutes ces choses, on ne réussira pas. Parce que les militants, en général, ils se voient ministres, ils se voient ceci, ils se voient cela. Non, il faut que le problème Cameroun soit résolu. Et il faut qu'on s'entende sur une chose. Nous voulons un nouveau Cameroun. Nous avons l'expérience de 60 ans d'indépendance. Nous savons ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Nous devons bâtir un autre Cameroun et surtout, intégrer les historiens, les ethnologues, les anthropologues et autres pour savoir d'où nous venons et où est-ce que nous voulons aller. Parce que l'homme politique, lui seul, n'a pas la science infuse. Il ne peut pas tout arranger. Il y a des spécialistes de la science sociale qui doivent être là pour accompagner tout cela parce que nous avons besoin d'une authenticité, d'une identité propre à nous. Aujourd'hui, nous avons connu pas mal de choses, les guerres, etc., sur la base de la colonisation, de la néocolonisation. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons pour qu'il y ait un nouveau Cameroun, un nouveau départ, où tous les fils du Cameroun s'entendent et où, n'est-ce pas, comme disait le docteur Adamou Ndamjoya, un Cameroun par nous tous, pour nous tous. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, dont les égos à côté, et le peuple est là, il regarde, il a envie de s'impliquer, il a envie d'avoir confiance, et c'est aux hommes politiques de les amener à cette confiance-là. Maître Simon Sèche-Kakak, peut-être une dernière contribution sur le sujet avant qu'on évolue sur les questions qui ont été évoquées dans le courant du journal de 20h en rapport avec ce sujet. Oui, en fait, ce que je vais simplement dire
c'est que je suis entièrement d'accord avec le président Sambaka, parce qu'en fait, l'initiative qui a été prise par l'opposition doit être une initiative qui est condamnée à réussir. Parce qu'effectivement, le peuple camerounais est désespéré en ce moment, désespéré pour deux raisons. Première raison, la défaillance de l'équipe qui est au pouvoir, qui est incapable de leur donner, j'allais dire, le minimum existentiel. Les Camerounais n'ont pas accès à l'eau potable. Les Camerounais n'ont pas accès à l'électricité. Les Camerounais ont de la peine à se soigner. Les Camerounais ont de la peine à envoyer leurs enfants à l'école. La deuxième chose qui les désespère, c'est l'incapacité de l'opposition à porter une dynamique alternative. Donc aujourd'hui, que l'opposition a compris, là où se trouve l'enjeu, il faut qu'elle fasse feu de tout bois pour relever ces défis, pour redonner confiance aux Camerounais qui en ont tant besoin. Donc pour moi, je pense que l'initiative qui a été prise doit être encouragée par tous ceux qui aspirent au changement, par tous ceux qui aiment le Cameroun, parce que c'est de ça qu'il est question. Si aujourd'hui l'opposition ne parvient pas à obtenir le résultat escompté, j'ai la conviction que cette fois-là, les Camerounais seront totalement perdus. Et lorsqu'on parcourt effectivement le communiqué rendu public, au terme de ces échanges, la dernière phrase semble confirmer ce que vous indiquez. Il semble qu'effectivement, ils ont conscience de ce que c'est un enjeu majeur et qui est une préoccupation importante pour les populations. Cette phrase dit « Les partis politiques signataires assurent le peuple camerounais de leur engagement à aller jusqu'au bout de leur démarche ». Ça c'est très bien dit. Et ça doit préoccuper le RDPC. Oui, sauf que l'immaturité politique qui caractérise l'opposition camerounaise à l'heure actuelle, cela peut aussi se traduire avec les germes de la division que portent ces acteurs. À côté de ça, nous devons faire comprendre à la population et à tous nos téléspectateurs que le RDPC est une machine, est une mastodonte qui est parée droit dans ses bottes et attend tout dialogue politique et n'entend pas fléchir sous aucun prétexte. Mais de toute évidence, vous semblez vous gargariser de ces divisions au sein de l'opposition, Martin Zan. C'est pourquoi, dès mon entame, j'ai dit que les acteurs politiques de l'opposition portaient en eux-mêmes les germes de la division. Alors donc finalement, ce n'est pas le RDPC qui est fort, c'est l'opposition qui est faible. Le RDPC est d'abord fort. Et à côté de ça, l'opposition est faible. Ils ne suivent pas quelque chose. Ils devraient suivre les conseils de M. Abel et Libi Lobé. Mais ils n'arriveront pas, car le RDPC est paré. Cyril Sambaka, il y a dans le journal tout à l'heure une actualité en rapport avec les coupures intempestives d'électricité. On a enregistré beaucoup de coupures ces jours-ci dans plusieurs villes. À Yaoundé, par exemple, on a parlé de plus de 60 quartiers qui étaient plongés dans le noir suite aux incidents du 23 mars dernier. Le ministre Gaston Elunou Essomba était face à la presse pour expliquer pourquoi est-ce que tout cela est arrivé et les mesures qui sont prises pour que la situation revienne à la normale. Oui, nous sommes surpris que 60 années après les indépendances, avec tout ce que nous avons comme ingénieurs et autres, le gouvernement n'ait pas encore compris que ces choses-là, il faut les faire de manière répartite et qu'il faut mettre en route une véritable décentralisation. Pourquoi pas une fédération? Nous avons des rivières, nous avons des fleuves qui parcourent le Cameroun. Il y a des possibilités aujourd'hui d'avoir de l'électricité à partir des villages, à partir des régions. Mais nous pensons que nous devons faire quelque chose qui va prendre beaucoup d'argent et qui, chaque fois qu'il y aura un incident sur le parcours, c'est toute une population qui va se mettre dans des problèmes. Je crois qu'on doit adapter, n'est-ce pas, aux besoins. Nous avons un pays qui peut essayer toutes sortes d'énergie. Nous avons un pays qui n'a pas besoin forcément d'avoir une seule société qui va régir toute l'électricité du Cameroun. Je pense qu'avec les régions, on peut envisager un certain nombre de choses. C'est la même chose pour l'eau. Je pense que, franchement,
nous sommes en train de souffrir pour rien. Parce que 60 ans après les indépendances, on vous dit qu'un animal a tué un être humain parce qu'ils se partagent la même source d'eau au Cameroun. Vous voyez, ça fait très mal. Et je pense que c'est le centralisme excessif qui a joué ça, le jacobinisme. C'est ça qui nous a amenés à tout cela. Sinon, on devait penser au partage, on devait penser, n'est-ce pas, à dispatcher un certain nombre de choses pour qu'on ait le minimum vital. Quand on a le minimum vital, maintenant on peut se lancer dans des grosses infrastructures parce qu'on veut faire de la sidérurgie, on veut faire ceci ou cela. Mais ici, les besoins essentiels des populations ne sont pas réglés, tout simplement parce que tout doit partir de Yaoundé. Vous voyez, une seule société pour faire tout cela, alors que nous pouvions avoir dans toutes nos régions, n'est-ce pas, des possibilités comme par le passé. Quand vous prenez la zone anglophone, vous vous rendez compte que la distribution d'eau et tout cela, c'était pas cela. Ils s'arrangeaient entre eux, les communes étaient efficaces. Donc au jour d'aujourd'hui, nous sommes obligés d'attendre. Quand il y a un petit incident sur la route, c'est tout le monde qui est dans le noir. La capitale avec. Maintenant, s'il y en a qui ont des groupes électrogènes, tout le monde même doit avoir des groupes électrogènes finalement. Donc je pense qu'il faut repenser tout cela. C'est pour cette raison que je dis que nous avons besoin de bâtir un nouveau Cameroun. Et pour cela, on a besoin de tous les fils et filles du Cameroun. Nous avons besoin de nos sociologues, ethnologues, anthropologues, historiens, tout cela, nous devons le faire. On ne peut pas abandonner le pays entre les mains des politiques, tout simplement. Les politiques ont besoin de tout cela. Ce sont des supports d'éclairage pour que nos populations aussi puissent savoir que nous sommes devenus nous-mêmes, nous avons cette authenticité, la solidarité doit prévaloir, etc., etc. On a besoin de tout cela pour bâtir ce nouveau Cameroun. Maître Simon Sekakak, le ministre Gaston Ilundu-Essomba donne des injonctions aux entreprises Eneo, Sonatrel, entre autres, par rapport à la question de la résolution de ces coupures intempestives d'électricité. Il y a pourtant quelques jours, en parcourant les journaux, il y a certains tabloïds qui ont semblé indiquer que le premier responsable, c'est ce ministre, en indiquant par exemple que le budget de ce ministère a augmenté au fil des années. En 2019, il était de 202 milliards de francs CFA par là. En 2020, 222 milliards. Et cette année, ce budget est passé à 226 milliards. Et donc, c'est la responsabilité du ministre qui était mise en exergue. Mais là, en écoutant le patron de ce ministère au cours de cet échange avec la presse, le problème se situe plutôt au niveau des entreprises qui ont la responsabilité au quotidien de la gestion de ces questions-là. Bon, j'avoue, Duval, que j'ai suivi avec beaucoup d'attention le ministre Gaston Ilundu-Essomba. Bon, ce que je peux dire, c'est que le ministre donne l'impression de ne pas comprendre où se trouve le vrai problème. Parce que nous qui suivons, j'allais dire, les activités relevant du secteur de l'énergie électrique au Cameroun, nous savons que la situation que nous connaissons dans ces secteurs aujourd'hui n'est que la conséquence d'une privatisation mal négociée. Vous comprenez ? Tout est parti de la privatisation qui a été diligentée à l'emporte-pièce en 2001. Il faut que les gens le sachent. Parce que dans aucun pays sérieux, lorsque vous décidez de privatiser les activités d'un secteur aussi névralgique que le secteur de l'énergie électrique, que le secteur de l'eau, il faut faire très attention. C'est pour ça que pour rien au monde, les États sérieux ne privatisent ces activités. Aujourd'hui, on semble vous dire que le problème c'est la Sonatrel, qui est la Société nationale de transport de l'électricité. Mais non, le vrai problème, c'est qu'il y a un problème global qui se pose. Depuis la production, parce que lorsqu'on parle du secteur de l'énergie électrique, il faut que les gens le sachent. C'est un assemblage de beaucoup d'activités. Il y a la production de l'électricité, il y a le transport de l'électricité, il y a la distribution de l'énergie électrique et il y a la vente. C'est pas la même chose. Parce que la vente, c'est quand on vend, en fait, on fournit à l'étranger. La distribution, c'est au niveau national. Maintenant, à côté de ces activités qui sont considérées comme les activités principales,
il y a d'autres activités. Par exemple, il faut étendre et entretenir le secteur, comme ce qu'on appelle le réseau de production. Il faut étendre et entretenir le réseau de transport. Tout ça, c'est des activités qui coûtent beaucoup d'argent. Mais il se passe qu'en 2001, notre gouvernement a décidé de privatiser en confiant la société à une société américaine qui était en situation de cessation de paiement aux États-Unis, qu'on appelait AS Iroko. C'est de là que les problèmes sont partis. Donc on s'est rendu compte 2 ou 3 ans après que cette société qui était concessionnaire, parce qu'en réalité quand on privatise, c'est très important ici, il faut le relever. Lorsqu'on privatise, il y a 2 formules. Soit vous optez pour la concession, soit vous optez pour la fermage. Il se passe que pour le secteur de l'eau, on a opté pour la fermage. Pour le secteur de l'électricité et j'allais dire le secteur du transport ferroviaire, on a opté pour la concession. Quand on dit concession, cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous concédez tout. Vous concédez l'outil de production, vous concédez les transports, vous concédez la distribution. Alors que dans la fermage, l'État reste maître de la production. Ce qui est concédé au privé, c'est la distribution. Ce qui s'est passé avec cette terre, c'est pour ça qu'il n'y a pas très longtemps, on vous parlait de Kamwata, qui était en réalité ce qu'on appelle une société de patrimoine, qui représentait l'État dans le secteur de l'eau. Mais c'est cette société qui investissait dans le transport et dans la production. Alors qu'il y avait une société marocaine qui s'occupait de la distribution. C'était dans le cadre d'un affermage. Maintenant, il se passe que dans le cadre de l'électricité, les choses n'ont pas été bien gérées. On s'est rendu compte que les Américains n'avaient pas le profil, mais curieusement, on n'a pas eu le courage de résilier la concession. On a laissé les Américains eux-mêmes gérer la situation. C'est eux-mêmes qui ont vendu. Je peux vous donner une correspondance où le patron de AS Iroko demandait au Premier ministre du Cameroun, c'est pas celui-là c'est pas celui qui est là maintenant. Il lui a écrit pour dire que nous avons vendu. C'est eux-mêmes qui ont vendu aux Anglais. Ils n'ont pas associé le gouvernement. Ils vendent la société aux Anglais, ils ont perçu l'argent, ils ont informé le gouvernement après coup que nous on a déjà vendu, nous sommes déjà partis, mais nous vous prions de ne pas vous opposer. Effectivement, le gouvernement ne s'est pas opposé. Maintenant, la situation arrive donc, même les Anglais qui arrivent, en réalité, n'ont pas le profil d'emploi. Alors, maintenant, avec la situation qui s'est produite, parce que là, au cours de cet échange avec la presse, on a évoqué un certain nombre de choses. On a parlé de cet incident qui est survenu sur le réseau de distribution, sur la ligne de transport de Mangombe à Ouaba, entre autres. On a parlé également des perturbations qui sont intervenues dans le secteur de la distribution de l'eau. C'était, je crois, le 9 mars, entre autres. Et ça a amené le ministre à faire un certain nombre de tournées, notamment dans le Grand Nord, pour mettre un terme à cette affaire. De façon précise, de votre point de vue, qu'est-ce qui peut être fait là? Parce que Cyril Sambaka évoquait tout à l'heure la nécessité d'une vraie décentralisation pour trouver au moins les prémices dans la résolution, les prémices des résolutions de cette question-là. Dans l'immédiat, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les populations puissent avoir de l'eau et de l'électricité? On peut prendre certaines mesures périphériques pour essayer, j'allais dire, de colmater les brèches. Mais pour moi, ce n'est pas de ça qu'il est question. De mon point de vue, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est d'organiser les états généraux du secteur de l'énergie pour faire le vrai diagnostic. Parce que sans vrai diagnostic, on ne va jamais trouver la vraie thérapie. Le problème de fond maintenant, c'est qu'il faut qu'on revoie tout le système. C'est-à-dire on doit revoir cette privatisation qui n'a pas marché. Et l'État doit avoir le courage de reconnaître que cette privatisation n'a pas marché. Et je peux vous dire que l'État l'a déjà reconnu. Parce qu'à un moment donné, quand on s'est rendu compte, avant l'arrivée des Anglais, de Eneo, de Actis, la maison mère de Eneo, ils se sont rendus compte que les Américains n'étaient pas les personnes indiquées pour gérer ce domaine qui était assez névralgique pour nous. Ils ont commencé à agir à la place des Américains en créant les sociétés comme les EDC. C'est EDC, par exemple, quand vous voyez ce qu'on appelle le barrage de Lompanga, qui était maître d'ouvrage, c'est EDC, ce n'était pas Eneo. Donc l'État a décidé de commencer à faire le travail du concessionnaire. Donc ils se sont rendus compte que la concession n'a pas marché. Donc moi je pense que au lieu de continuer dans des postures périphériques qui ne vont pas régler le problème,
Il faut qu'on pose les vrais problèmes pour avoir de vraies solutions. Pour moi, le vrai problème, c'est qu'on convoque les États généraux du secteur de l'énergie électrique au Cameroun. Tout ça, pas de convoquer les États généraux. Lorsqu'on a convoqué ces États généraux, il faut faire le point. Et puis au sortir de là, il faut faire des propositions. C'est ce que je suis en train de dire. On fait un vrai diagnostic pour proposer une vraie thérapie. Si on ne le fait pas, on va continuer dans la navigation à vue et les problèmes, notre déficit énergétique ne sera jamais électrique. Martin Zan, sur cette question d'énergie électrique, par exemple, il y a eu beaucoup de propositions qui ont été faites, notamment par les candidats à l'élection présidentielle. Il y a des propositions qui ont intéressé ou bien qui ont retenu l'attention des populations sur la question, par exemple, des mini-barrages ou des mini-barrages hydroélectriques qui peuvent être faits au niveau, par exemple, des communes ou des régions. Et ça rejoint la préoccupation de Siri Sambaka sur la nécessité d'une vraie décentralisation. Qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, la décentralisation, elle est déjà effective. Les élections sont passées et les représentants du peuple sont là. Si on revient donc sur le problème qui nous intéresse, à savoir les propositions qui ont été faites par des personnes. Pour vous, la décentralisation se limite aux élections des conseils régionaux, des conseils municipaux. Ces gens feront du travail. Ces élus ont été appelés à gérer la société, à gérer la cité. Et ils sont prêts, ils commencent déjà à percevoir ce qui leur est dû pour leur travail. Donc ça peut régler la question de l'électricité. On a vu des gens dans la rue se plaindre de ce qu'elles ont besoin, ces populations ont besoin d'énergie électrique. Nous en avons besoin tous. Mais nous devons comprendre une chose, c'est que ceux qui ont d'abord fait des propositions sont des personnes externes à la gestion de l'énergie électrique. Le ministre a parlé, le ministre Gaston Elundu Esomba. C'est lui qui peut nous dire de quoi il s'agit. C'est lui, n'est-ce pas, la tutelle des Néo et de la Sonatrel. C'est lui qui a déjà mené il a diligenté une enquête, il a eu toutes les informations possibles et aujourd'hui il veut nous faire comprendre que la Sonatrel et Néo doivent se mettre au travail. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il nous dit ça de manière officielle, il a déjà fait des correspondances à ces deux sociétés de manière exacte où se trouve véritablement le problème et que cette société corrige. Bon, pour continuer, nous allons aussi dire que certains Camerounais ne doivent pas se prendre pour le ministre. Il y a un ministre qui gère. Et il rend compte, n'est-ce pas, au Premier ministre qui rend compte au chef de l'État. Cette situation, avant que le ministre ne vienne, n'est-ce pas, parler de manière officielle, a déjà fait... Vous semblez magnifier ici la toute-puissance et l'autorité du ministre. Il faut rappeler que le ministre actuel de l'énergie, le Gaston Elundu Esomba, remplace un autre qui s'appelait Basile Atanakuna, oui, qui est aujourd'hui sous le feu de projecteur. Sauf que rien ne lui est reproché jusqu'à présent. Nous sommes là dans le cadre de son travail. Je parle de M. Gaston Elundu Esomba. On lui reproche quelque chose. Et ici, on ne reproche rien à M. Gaston Elundu Esomba qui, n'est-ce pas, nous a fait comprendre que si nous avons des problèmes d'électricité, la fourniture en électricité, voilà les deux sociétés qui ont des problèmes et il a appelé ces sociétés, n'est-ce pas, à se recalibrer afin, n'est-ce pas, de couvrir le triangle national en énergie électrique. Alors, Siri Sambaka, peut-être avant de revenir à vous, on a écouté tout à l'heure dans le journal Maître Simon Serge Kaka que cette autre actualité en rapport avec des populations du quartier Ngoma, ici à Douala, qui sont sortis pour protester contre des manœuvres qui ont été opérées par une dame qui dit avoir un titre foncier sur ce terrain de ce côté-là. Finalement, les questions foncières au Cameroun, c'est tous les jours. Non, Duval, vous faites très bien d'évoquer cette actualité. Je vais vous dire une vérité, j'habite cette zone et je vis ces situations au quotidien. J'avoue que si le gouvernement de la République ne fait pas attention, le vivre ensemble va s'en trouver très très menacé dans cette zone. Où des gens ont des titres fonciers sur des superficies faramineuses. Vous comprenez, quelqu'un qui a 1000 hectares de terrain. 1000 hectares de terrain. Madame Diop, dont on parle... Si ça a été acquis de façon légale, attention. Où est le problème? Attention. Maître Kak. Cette Madame Diop a 2 titres fonciers. Il y a un titre foncier
Je veux comprendre le problème de façon globale. C'est-à-dire que mais c'est ça qui a été le problème. Parce que c'est un dossier que nous n'avons pas. C'est l'actualité qui a été posée. Oui, ça c'est vrai. Et on a parlé de manière explicite de ce titre foncier, le 26 420. C'est sur 459 hectares, un truc comme ça. Mais seulement, il faut poser les vraies questions pour avoir les vraies réponses. Ce titre foncier a été obtenu par immatriculation directe. Il faut que les gens le sachent, par immatriculation directe. Parce que dans notre contexte juridique, on peut devenir propriétaire d'un terrain de 4 façons. Premièrement, par voie de mutation d'un titre foncier. Deuxièmement, par voie de morcellement d'un titre foncier. Troisièmement, par voie de concession définitive, après avoir obtenu ce qu'on appelle une concession provisoire. Et quatrièmement, par voie d'immatriculation directe. Immatriculation directe veut dire que vous avez mis des espaces en valeur et vous voulez maintenant en devenir propriétaire au sens de la loi. Vous saisissez donc les autorités de l'administration foncière qui vont vous délivrer un titre foncier. Mais la condition ici, c'est qu'on fait descendre une commission consultative qui vient constater l'effectivité de vos mises en valeur. Vous ne pouvez pas obtenir un titre foncier sur les espaces que vous n'avez pas mis en valeur. Mais dans le cas d'espèces, il se passe que le problème qui se pose, et c'est pour ça que la population se pose. Cette dame a obtenu, en fait, le mari de cette dame a obtenu un titre foncier sur les espaces qui n'ont pas été mis en valeur par le couple Ndjo. Mais lorsqu'on écoute les témoignages dans le journal, le problème qui est plutôt mis en relief, c'est que elle a obtenu un titre foncier, mais ce titre foncier ne couvre pas l'espace sur, je veux dire, qui est indiqué. Et donc, il y a un problème de chevauchement entre la 3e et la 5e. C'est ce qui a été dit dans le témoignage. Ça peut se justifier, parce qu'autant que je puisse le savoir, ce titre foncier a été obtenu le 20 juin 1997. Bon, je vais vérifier, mais j'ai l'impression... Dans la 5e n'existait pas encore. Peut-être. On peut être à ce niveau. Mais ce n'est pas là le problème juridique. Le vrai problème juridique dans ce dossier, c'est que c'est un titre foncier qui a été obtenu sur les mises en valeur d'autres Camerounais. Vous ne pouvez pas obtenir un titre foncier par voie d'immatriculation directe sur les mises en valeur d'autres citoyens. C'est ça le vrai problème. Et maintenant, lorsque vous prenez ce titre foncier, parce que là également, les gens se plantent dans ce dossier, parce que, en fait, lorsqu'on parle des questions foncières, le titre foncier vous confère ce qu'on appelle la propriété immobilière. Mais on ne se limite pas simplement au titre foncier. Pour connaître la situation juridique actuelle d'un terrain, on se réfère à ce qu'on appelle le certificat de propriété. C'est pour ça que quand vous achetez un terrain, si vous venez chez monsieur, mon ami, c'est pas moi, monsieur Zang, pour acheter un terrain, monsieur Zang vous dit je suis propriétaire du terrain. Je vais vous vendre 100 mètres carrés sur mon titre foncier. Il va vous présenter d'abord son titre foncier. Maintenant, en citoyen averti, vous devez prendre le temps d'aller à la conservation foncière pour qu'on vous délivre un certificat de propriété qui vous informe sur la situation juridique actuelle du terrain. Or, dans le cas d'espèces, lorsque vous prenez le certificat de propriété, il est clairement dit que ce titre foncier est grévé d'un droit de superficie au profit de plusieurs Camerounais. En tout cas, c'est un sujet sur lequel on aura... Vous comprenez très bien. Donc, je dis ceci, Duval, je souhaiterais qu'on revienne... C'est une question qui me tient à cœur, les questions foncières. Parce que j'estime pour ma part, Duval, c'est par là que je vais chuter, que si l'administration, si le gouvernement ne saisit pas le taureau par les cornes, en gérant les questions foncières dans les règles de l'art, c'est par là que ce pays va se trouver déstabilisé. Mais à ce moment-là, il faut donc interroger l'État, le gouvernement dans le processus de délivrance des titres fonciers, puisque lorsqu'on parle avec cette dame, effectivement, elle indique qu'elle a un document qui lui donne effectivement le droit sur cet espace-là. On aura peut-être l'occasion de revenir sur cette question. Merci, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Martin Zan, merci d'être venu. Merci. Vous êtes militant du RDPC. Merci à vous également, Maître Simon Sèche-Kaka, avocat au barreau du Cameroun et militant de l'UPC. Merci également d'être venu, Cyril Sambaka. Vous êtes militant de l'AFP et peut-être bientôt une convention de cette formation politique qui devrait vous porter de façon officielle. J'espère que je ne trahis pas de secret à la tête de l'Alliance des forces progressistes. Merci à vous, madame, monsieur, d'avoir regardé cette autre livraison d'Equinox ce soir de ce vendredi 2 avril 2021 au micro du Val Fangwa. Bonsoir chez vous.